développeur web et du content writing, ayant travaillé avec des sociétés comme HP Belgique, Symantec, également Ronus Logistique, très actif dans le milieu associatif et du militantisme politique. Dans la deuxième partie, M. Rafa Oumarou aborde les problématiques dans le septentrion. Bienvenue sur la chaîne africaine Vision 4, Rafa Oumarou. Nous sommes à quelques 30 km de la ville de Valenciennes. Oui, bonjour, merci de m'accueillir sur votre chaîne et c'est un vrai bonheur de participer à l'émission Vue de la diaspora. Dans le septentrion, il y a plusieurs possibilités dans le domaine de l'agropastoral. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ces domaines? Le Nord aurait pu ou peut être un paradis pour l'agropastoral. Maintenant, les difficultés, la première que moi je nommerais, même si je suis à distance, c'est l'insécurité. L'insécurité. Il y a le phénomène d'enlèvement qui a fait énormément de dégâts dans l'Adamawa, actuellement dans la zone de Touboro, mais aussi dans d'autres zones. C'est un gros problème. Je ne parle pas de ce que fait Boko Haram dans la zone sur la frontière avec le Nigeria. Donc le phénomène d'enlèvement dans l'Adamawa, il est plus ou moins résolu. Seulement, il nous a coûté pratiquement une décennie. La décennie qui vient de passer, ou les 5 années qui viennent de passer, étaient catastrophiques pour les populations. C'est-à-dire des villages entiers, des gens étaient obligés de fuir et de devenir réfugiés dans leur propre pays, en Ngaoundéré, etc. Et ça désorganise tout, ça désorganise l'élevage, ça désorganise l'agriculture. Donc, et un problème a été que, il faut le dire, pendant un certain temps, au niveau de certaines autorités, ils n'ont pas pris la mesure de la chose. On a eu une situation scandaleuse où il y a quelques années, quand il y avait des réfugiés venus dans l'Adamawa, en Ngaoundéré, pratiquement aux portes du palais du gouverneur, le gouverneur lui-même se lève et dit que les gens exagèrent, c'était scandaleux. Maintenant, il a changé son opinion. J'ai lu dernièrement dans l'œil du Sahel, où lui-même se félicite que depuis le début de l'année, il n'y a pas eu d'enlèvement, ce qui est vrai. Le gouvernement a trouvé une solution qui est classique: renseignement, présence militaire, coopération avec les populations, coopération avec les chefs. Donc on a trouvé une solution. Donc ça, donc la question de l'insécurité. La question du changement climatique qui est concret. Par exemple, moi je peux vous dire des zones où quand j'étais petit, j'allais dans l'Adamawa, dans la brousse, où il y avait de l'herbe, les bœufs pouvaient perdre, on pouvait cultiver. Actuellement, c'est devenu les fameuses plaques latéritiques, la terre rouge qui remonte et puis qui tue tout. Donc, ce changement climatique, il est concret. Et il y a des actions, il y a des choses qu'on peut faire contre, mais il faut dire que les gens doivent prendre au sérieux. Puis, un changement qui est aussi, du moins dans l'Adamawa, qui est un grand problème, le changement dans la végétation. Il y a parfois des arbres incomestibles pour le bouteille qu'on appelle par exemple Bokassa, qui poussent dans la zone de l'Est, dans la zone de Wassande et dans la zone de l'Adamawa, qui neutralisent ou tuent entre guillemets des zones entières. Et ça, il y a des mesures de résilience. Les gens réagissent, surtout ceux qui ont les moyens, en créant des fermes, en cultivant le tourteau, etc. Il y a des moyens. Mais il faut maintenant qu'il y ait une prise de conscience au niveau des éleveurs, au niveau de l'État qui accompagne, pour pouvoir résoudre ce problème de changement climatique, mais aussi ce problème de changement de végétation. Donc ça, c'est des choses actuellement qui sont des défis. Et puis le défi de la transformation, etc. Donc je me limite un petit peu à ces points-là, qu'on pourra peut-être développer plus tard. Nous savons que sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Paul Biya, la problématique du terrorisme a été maîtrisée malgré quelques actions sporadiques dans le septentrion. Avez-vous eu l'occasion d'interagir avec les autorités pour proposer des idées ou proposer des solutions? Voilà, je profite d'abord pour faire une remarque sur la notion même de terroriste. Je dis ça parce que nous, dans la diaspora, on se connaît. On discute beaucoup en tant que Camerounais, on débat beaucoup. Il y a des gens qui sont choqués ou qui s'opposent à ce qu'on utilise le mot terrorisme contre certains combattants, certaines personnes, etc. Non. Le terrorisme, c'est simple. Quand tu utilises la violence, la peur pour atteindre des objectifs, que ce soit politique, financier, etc., tu es un terroriste. Simple. Quand un Marc Barretta reste en Belgique
et qu'il dit qu'il faut arrêter Kawala, la policière Kawala au Cameroun, et on sait qu'il demande à des entités non étatiques d'arrêter Kawala, et on sait ce qu'ils font quand ils arrêtent les femmes, les gens, il est un terroriste simple. Le fait qu'il se bat pour les anglophones, contre Paul Biya, etc., ne joue aucun rôle. Dans cette méthode-là, c'est terroriste. Donc, pour revenir à ce dont vous parlez dans le septentrion, que ce soit les Boko Haram, les méthodes qu'ils utilisent, les enlèvements, les égorger les gens, etc., brûler des villages, c'est du terrorisme. De la même manière, quand des bandes sortent de RCA viennent enfermer des villages entiers où des gens enlèvent des éleveurs, même s'ils prétendent que c'est parce qu'on a fait ceci, c'est du terrorisme. Donc, je voudrais faire cette précision-là, parce que finalement, parfois, on se retrouve entre nous où on oublie l'essentiel, le basique, et on entre dans la polémique. Maintenant, il y a eu des mesures qui ont été prises, qui ont porté leurs fruits. Le Cameroun a résisté mieux que peut-être certains autres pays, mais le problème continue. Donc, j'ai dit tout à l'heure que dans l'Adamawa, le terrorisme, les bandes armées, que ce soit locales ou les bandes qui viennent même du Soudan, de Centrafrique, est relativement résolu. Il faut rester vigilant, mais ce n'est pas fait. Quand on va au nord, Boko Haram continue. Et ici, effectivement, il est arrivé en tant que citoyen, en tant qu'activiste, en tant que personne, de manière informelle, il m'est arrivé à parler, que ce soit avec des responsables politiques ou avec des responsables militaires. Pour donner une idée, la question essentielle, la chose essentielle que moi je mets en avant et que je profite ici pour mettre en avant, c'est que dans la technologie, dans la technique de défense militaire, il y a ce qu'on appelle les ouvrages passifs. Quand on observe le modus operandi, la manière d'agir des terroristes, des Boko Haram, etc., c'est la moto, les 4x4. Ils ont perfectionné, c'est une nouvelle cavalerie du 21e siècle où un des combattants à moto très mobile, l'un qui conduit, un autre avec l'arme derrière lui, sont très mobiles, très efficaces, ils peuvent venir vite frapper et disparaître. Ça devrait être une affaire de simple bon sens que pour stopper ce type de bande-là, pensez à faire en sorte que les motos ne puissent pas passer. Je ne parle pas d'interdiction de circuler de 18h à 20h qui pénalise plutôt les gens en ville, les bonnes gens que des... Non, je dis dans des voies de passage qu'on connaît. Quand vous connaissez peut-être Ngaoundéré, quand vous prenez la ville de Ngaoundéré, il y a une partie qui est ce qu'on appelle Gassol. C'est un ouvrage, en fait, je ne sais pas si c'est bien de traduire en français, comme par rigole. Nos parents avaient creusé, en fait, autour de la ville, une rigole assez large pour qu'un cheval ne passe pas. C'est des ouvrages passifs de défense. Il y a eu dans d'autres endroits où on met carrément des murs, soit en paille ou en différents matériaux pour entourer des villages, des villes ou des palais. Il y a eu des zones dans l'extrême nord où pour empêcher les populations à l'époque des conquêtes et autres là, des populations qui étaient obligées de fuir sur les montagnes qui construisaient avec des murets de pierre. Donc nous connaissons déjà ces techniques-là. Actuellement, je prends pour être vraiment concret, il y a quelques semaines, il y a eu une attaque à Dabanga, je pense que ça s'appelle à l'extrême nord du Cameroun, une attaque de Boko Haram que le BIR a réussi à repousser. En réalité, je crois que le journal L'Œil du Sahel a même titré que le BIR a donné une leçon aux terroristes. Mais il y a quand même quelque chose qu'on peut critiquer. Dans la mesure où c'était déjà prévu, des ouvrages devraient être construits ou même été construits sur les zones d'accès des terroristes venant du lac Tchad, venant des pays voisins. Et qu'apparemment, après les pluies ou à cause des pluies, il y a eu une situation qui a fait que, ou des négligences qui ont fait qu'ils ont quand même pu passer. Autrement dit, on aurait pu déjà prévenir cette attaque-là. Quand moi j'en avais parlé avec un officier supérieur à l'époque de manière informelle, l'argument c'est l'argument d'argent. Or, heureusement, depuis quelques années, j'ai vu des vidéos sur YouTube où l'armée camerounaise a utilisé des caterpillars dans la zone du nord pour parfois creuser dans certaines zones des rigoles qui sont inondées et qui au moins on sait que dans ce secteur-là, les terroristes ne passent pas. Il faut donc encourager et puis achever ce type d'ouvrage-là. Quand on me dit qu'il y a un problème d'argent, je dis que c'est un faux argument dans la mesure où quand c'est un problème que tu as de 10 ans, 20 ans, 15 ans et que tu sais que ce problème-là, tu ne peux pas le vaincre tout de suite, tu peux planifier 2 ans, 3 ans. Je dis que ok, dans cette zone, je définis avec des drones, des avions, les voies de passage. Je ne peux pas tout contrôler, je peux quand même contrôler tel secteur, tel secteur. Les secteurs que je ne peux pas continuer, je mets en place des obstacles passifs.
Donc, je construis des murets, je construis des choses là. Donc, c'est pour dire que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que je vous remercie de me donner l'occasion de le dire ici. C'est que ce soit les responsables politiques, militaires au Cameroun, il faut les encourager, pas seulement les Camerounais, mais avec des partenaires, à faire usage de ces techniques qui sont classiques. Quand vous allez vers Aachen, ici entre la Belgique et l'Allemagne, quand vous entrez en Allemagne en venant de la Belgique, vous trouvez des Panzerabwehr, comme on dit en Allemagne, des ouvrages qui étaient placés, qui étaient destinés. Tous ceux qui ont vu le film Le jour le plus long, le débarquement des Alliés en Normandie, ou qui ont été dans ces plages-là, vous voyez ces ouvrages-là qui sont construits. C'est des ouvrages qu'on connaît depuis des centaines, depuis Colbert en Europe, qui construisaient. Quand vous visitez un petit peu partout ici, les ouvrages militaires, ça existe. Donc, pourquoi? Puisqu'en fait, ce phénomène de terrorisme-là, terrorisme surtout islamiste et djihadiste, mais aussi d'autres formes, il est généralisé en Afrique. On a le problème au Mali depuis la destruction de la Libye, qui a libéré de l'arsenal. Il y a quelques années, j'ai eu la désagréable surprise de lire dans un journal des combattants Touareg à Ouaza, au nord Cameroun, qui sont descendus jusque-là. Ça veut dire, or, ils circulent comment? Ils circulent à moto, ils circulent avec, parfois ils ont des véhicules 4x4. Ça veut dire la problématique d'empêcher, de mettre des ouvrages passifs pour empêcher. Là. Quand vous avez des officiers, on a parfois des officiers on a des officiers au Cameroun très bien formés. Il faut sûrement leur donner la possibilité. Je me rappelle à l'époque il y a à l'époque où les coupeurs de route de l'armée camerounaise, la gendarmerie camerounaise avait fait un concept qui devait combiner unité mobile très rapide et surveillance des unités aériennes. Donc, quand il y a une attaque à un endroit, l'alarme est donnée, des avions décollent, repèrent l'eau. Puisqu'en fait, au nord, quand tu es dans la savane, dans la Sahel, parfois les choses se voient de très loin. Les populations donnent l'alerte avec le téléphone portable. Mais le politique n'a pas donné les moyens. Pour de bonnes ou de mauvaises raisons, on n'a pas donné les moyens. Et donc, l'idée n'a pas été appliquée. Je me rappelle, pendant un temps, à partir de la base aérienne de Garoua, c'était des avions de tourisme avec le soutien de la France qui avaient fonctionné. Et les gens se demandaient où est la force aérienne camerounaise. Donc, pour revenir maintenant, ce type d'ouvrage passif de défense, c'est vraiment ce qu'il faut faire. En combinaison, bien sûr, avec d'autres mouvements, avec d'autres outils, etc. Les militaires, les stratèges militaires vont mieux dire ça. Dans un combat antiterroriste ou dans un combat comme ça, c'est une batterie de mesures, c'est la cohérence des choses. Et donc, ce point-là, j'insiste dessus parce que c'est quelque chose qui a fait ses preuves, qui peut faire des preuves. Et surtout, même nos populations, nos chefs traditionnels, nos lamibés, dont les ancêtres ont fait ça, peuvent aider, peuvent trouver le travail, peuvent trouver les moyens de faire ça. Il faut seulement la volonté politique et la volonté des stratégies militaires. Sur le plan politique, dans le septentrion est né récemment le mouvement civil 10 millions de citoyens. De quoi s'agit-il? Oui, le mouvement 10 millions de citoyens, je le connais même si c'est à distance. Dès le départ, lorsqu'il a été lancé par son promoteur Guy Baye, j'ai adhéré spontanément. Évidemment, comme d'habitude, j'ai pris le temps de comprendre les tenants, les aboutissants, les objectifs, mais j'ai adhéré et je le soutiens toujours. De quoi s'agit-il? En réalité, il s'agit de mobiliser les gens dans le nord Cameroun pour faire en fait atteindre une prise de conscience politique et sociale en tant que région qui a quand même des particularités d'appartenir au Sahel, savane, avoir une histoire commune parce que c'était une même région jusqu'en 1983 avant d'être divisée en 3 régions et qui a une série de problèmes communs. Retard dans l'éducation, etc., avec ce qu'on a parlé tout à l'heure, insécurité, etc. Donc, atteindre une prise de conscience, de mobilisation, pour faire en partie de la pédagogie, en partie du lobbying, que moi je considère comme un outil légitime, au niveau des responsables politiques à tous les niveaux, pour faire avancer ces régions-là, pour faire respecter ces régions-là. Et donc, le mouvement 10 millions d'habitants, 10 millions de personnes, met parfois l'accent sur l'inscription sur les listes électorales. Les régions septentrionales, c'est connu maintenant peut-être mais pas de tout le monde, c'est les régions, l'extrême, c'est la région la plus peuplée du Cameroun. C'est des régions qui peuvent décider une élection présidentielle ou une élection présidentielle au Cameroun. Ça veut dire que c'est une région qui peut être capable
de dire que, écoutez, moi j'ai un problème d'énergie, moi j'ai un problème d'éducation, j'ai un problème de sécurité, etc. Qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Et comment tu peux me convaincre que tu vas vraiment faire ça pour moi? Je regrette que les polémiques étant ce qu'elles sont, l'affaire est montée, on a compris comme on a compris, le ministre de l'AT a pris sa décision de dire d'interdire, ce qui est un petit peu ridicule. Je me suis dit ça un petit peu ridicule dans la mesure où ce n'est pas une association légalisée, etc. À ma connaissance en tout cas. C'est un esprit qui continue. Et ici, je rends vraiment hommage à Guibaï, mais aussi à tous ces gens-là. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas de faire quelque chose contre d'autres. Il s'agit de dire que, ok, nous, pendant longtemps, nous nous sommes sentis marginalisés, etc. Mais aussi, nous avons des problèmes spécifiques. Attention, quand le Cameroun change le type d'État, quand le Cameroun fait sa réforme de l'État vers plus de décentralisation. Moi, je le dis, je suis membre du SDF. Le SDF est pour le fédéralisme. Pour le moment, nous n'en sommes pas là. Pour le moment, nous sommes à une décentralisation où les régions vont avoir un certain nombre de pouvoirs. Les départements, les communes, etc. vont avoir un certain nombre de choses. Il y a une concurrence pour le peu de ressources que le Cameroun a. Parce qu'encore une fois, ne formons pas les yeux. Un des gros problèmes qu'on a chez nous, c'est qu'on a peu de ressources. Quand je prends l'exemple de l'énergie, la production d'énergie au nord, le lac d'eau, le barrage de lac d'eau fonctionne peut-être à moins du tiers de sa capacité, c'est 18 mégas, quelque chose comme ça. C'est ridiculement bas. Non, on ne devait même pas en parler. Quand on dit qu'on a pris des unités d'énergie du sud, qu'on est venu installer en Gaoundéré, après tu demandes ce sera pour quelle puissance, quelle production, on te dit 10 mégas, c'est ridicule. 10 mégawatts, c'est ridicule. Alors qu'il y a le projet de barrage de Bini, qui est en cours, qui devrait être finalisé depuis peut-être 2016-2018, qui devrait fournir plus d'énergie. Donc déjà, quand tu ne produis pas d'énergie, tu ne vas même pas faire aller au débat. On dit, ah non, il y a des coupures de courant parce qu'on a utilisé des poteaux en bois et pas des poteaux en électricité, et les poteaux sont tombés après le pluie. Parfois, c'est de la diversion. Le problème, c'est la production de l'énergie elle-même, ou alors l'intersection avec les régions où l'énergie est produite. Or, le Sud Cameroun est aussi déficitaire. Donc, le mouvement 10 millions, c'est de dire que, écoutez les gars, il y a une concurrence pour les ressources. On veut bien que chaque région du Cameroun ait une bonne portion du gâteau, mais qu'on ne nous oublie pas aussi. Et qu'on sache que ce Cameroun-là, pour qu'il ait un développement harmonieux, il faut que les équipements, les investissements publics aillent de manière honnête, de manière fair dans tout le pays. Donc le mouvement 10 millions, en réalité, et c'est pour ça que je le soutiens, vise à conscientiser, vise à faire de la pédagogie, vise à faire comprendre aux gens que, écoute, toi en tant que citoyen, tu as une importance. Va t'inscrire sur les listes électorales. Ton bulletin de vote que tu as là, ne le vends pas pour un sac de sel. N'attends pas le jour où il y a l'élection, les gens viennent, ils portent les bons gandoura, ils chargent le camion avec du carton de savon, de sel, ils te laissent, tu vas voter et puis après il t'oublie et il revient aux prochaines élections. Non, c'est pas comme ça. Dis-lui que, moi, à ce moment-là, peut-être, j'espère que ça ne va pas faire trop de polémique. Moi, je suis content et je trouve, même si ce n'est pas mon parti qui a bénéficié, dans la Damawa, le déboulonnement du député Ali Bachir, par exemple. Je trouve que c'est quelque chose que les populations, c'est vrai, il y a eu une bonne campagne médiatique qui a été très bien faite, professionnelle par le député qui a gagné Abba Alim, avec notamment les chansons traditionnelles, les artistes qui l'ont soutenu. Mais tout cela n'a été possible que parce que l'insatisfaction était jusqu'ici et qu'à un moment donné, les gens ont compris que, ah, mais tiens, avec mon bulletin de vote, je peux peut-être changer quelque chose. Et je crée un précédent. Si ces députés, Ali Bachir, tombent, parce qu'il y avait un slogan en Fulfulde, Oji Patan, qu'il descend, Oji Patan, qu'il dégage, tombe maintenant. Ceux qu'on a élus vont réfléchir, vont savoir que demain, il y aura élection, et que toi aussi, si on ne voit rien, si ton bilan est nul, tu ne passes pas. Et je peux dire que, ce que je veux dire est un petit peu polémique, mais c'est sérieux, les gens apprennent.
Parce que dernièrement, dans l'Adamawa, dans la ville d'Engaoundéré, il y a beaucoup de travaux, la nouvelle majorité. Montre dans les réseaux sociaux avec des photos, quand on a des rigoles, on fait des travaux. Donc nous, on est en train de faire quelque chose. Et puis, le journal de du Sahel a interviewé le président régional du SDF, Chiroma, Abouakar Chiroma, qui a dit « Ah, vos histoires là, allez voir ce qu'ils font. La première pluie, la pluie va tout emporter. Le travail est mal fait, il y a eu corruption, etc. » Il est dans son rôle de l'opposition. Et ça, c'est le rôle de la concurrence. La semaine d'après, donc nous, on a multiplié, moi, à partir d'ici, sur les réseaux sociaux, on a multiplié sa critique. La semaine d'après, le nouveau député à Balim, donc c'est lui qui a gagné, a fait une descente pour aller voir. Et il a effectivement constaté que la manière dont ces travaux-là sont faits, ce n'est pas comme ça. Par rapport au budget défini, par rapport au cahier des charges, mais surtout par rapport au type de travail qui devrait être durable, la manière dont vous avez fait ces travaux-là, quand il y aura les pluies, effectivement, c'est comme d'habitude, ça va emporter. Et les responsables sont obligés de revoir le cahier, de revoir leur méthode et danger. Et ça, c'est au bénéfice de tout le monde. Et c'est ça qui fait avancer la société. On vit ici en Belgique. Le jeu opposition-gouvernement, c'est ça. Contrôler l'action de ceux qui exécutent, c'est ça. Et donc, la conscientisation à partir de ce type de mouvement de 10 millions, c'est de dire aux gens, écoute, ne te sous-estime pas. Toi, le citoyen, en fait, c'est toi la source du pouvoir. Tous ces gens-là avec leurs gros gandoura qui sont assis, c'est parce que tu les as votés, c'est parce que tu les sais. Quand ça ne va pas, dis que ça ne va pas. Et pour conclure peut-être le propos, récemment, la ville de Meganga a connu des coupures d'électricité. C'est chronique. Sur une année, 6 mois sans électricité, quand on additionne. Et donc, avec une école supérieure qui est là, une école supérieure avec des étudiants, 1 mois entier sans électricité. Les gars ont fini par dire, mais ça ne va pas. Ils ont fait une manifestation pacifique, que moi je salue et que j'ai salué dans une vidéo, pacifique. Ils n'ont rien cassé. Ils se sont assis, ils ont fait un mémorandum. Monsieur le sous-préfet, messieurs les autorités, messieurs les responsables, nous, étudiants, on est en temps d'examen, on n'a pas d'électricité. Qu'est-ce qu'on fait? Aidez-nous. Et ça, c'est ce que moi j'ai dit aux gens, même quand j'étais en 2019, vous n'avez pas besoin de faire des révolutions, casser les choses. Non, allez poliment trouver votre lamido, allez trouver le député, allez trouver les gens, dire, mais écoutez, on a un problème, c'est le bon sens. Le minimum que vous ne donnez pas. Et donc, à ce moment-là, le citoyen devient plus résilient, plus responsable. Et le citoyen a conscience de son importance. Et je pense que ça, c'est la mission, c'est ce que se donne le mouvement 10 millions. Et c'est dans ce sens que moi, je soutiens ce mouvement-là et que je rends hommage à ceux qui sont sur place. Vous militez contre l'injustice. De quelle injustice faites-vous allusion? Oui, en fait, il y a beaucoup d'injustices, mais je vais juste être de manière succincte. La première injustice à laquelle moi je pense qui est comme un couteau planté dans ma chair, c'est la corruption et spécifiquement la corruption de forces de l'ordre, des membres de forces de l'ordre de Ripou, pas tous, des membres de forces, je dis bien précisément, membres de forces de l'ordre de Ripou sur les routes. Là, c'est une maladie, c'est un problème quotidien, c'est un problème urgent. Et dommage que les Camerounais ont pris l'habitude de vivre avec ça comme quelqu'un s'habitue à vivre avec une maladie ou avec un truc là. Au moment où nous parlons, sur toutes les routes du Cameroun, sur tous les postes de contrôle, vous avez des policiers et gendarmes qui escroquent littéralement le chauffeur et le voyageur. Contre, du moins en théorie, contre les instructions express de l'État, etc., les principes de l'État de droit, de justice, de lutte contre la corruption, etc. Donc c'est vraiment au niveau de la route et c'est un problème quotidien. Nous avons créé un site, une page Facebook qui pour le moment est en train plutôt, on va espérer prendre son départ pour pouvoir s'occuper de ça, stop aux extorsions de fonds sur les routes. Ça a été chiffré. En termes de dégâts, on est en centaines de milliards depuis des décennies. Pour prendre un exemple concret qui me concerne, quand je suis allé la dernière fois au Cameroun en 2019, j'ai pris un chauffeur en Ngaoundéré pour aller à Ibi, je crois que c'est une trentaine de kilomètres, ou quinzaine ou trentaine de kilomètres de Ngaoundéré. Comme on était nombreux, on a négocié ce qu'on appelle une course au Cameroun.
On a négocié 15 000. Le type, dans son argument pour fixer son prix, il m'a dit il y a la part des gendarmes. Donc on a négocié 15 000. Dans les 15 000, il devait laisser 6 000 en route. C'est-à-dire 40% pratiquement. Et j'ai pris le temps de regarder. En fonction du contrôle qu'on trouve, que ce soit si c'est contrôle de gendarmerie, contrôle de police, contrôle des motards, et sur les 15 ou 30 km, tu as tout ça. Le tarif est différent. Comment menez-vous vos actions sur le terrain à partir de la diaspora? Oui, en fait, pendant très longtemps, beaucoup d'entre nous avons cru qu'on peut rester ici et par différents types d'actions changer des choses sur le terrain. On a été obligé de devenir réaliste et de s'apercevoir que les choses se passent sur place. Donc essentiellement, ce qu'on fait, c'est de supporter, c'est d'apporter du soutien, de la coopération avec les organismes qui sont sur place. Que ce soit des associations avec des personnes, que ce soit dans le domaine agro-pastoral dont on a parlé, ou dans le domaine de l'accès à la justice, dont on vient aussi de parler, ou dans d'autres domaines. Ce qu'on fait, c'est de trouver des partenaires sur place qui, eux, ont déjà leur propre projet, qui apportent l'information et qui apportent aussi les idées. Et puis, on voit comment on soutient. La forme de ce soutien, généralement, c'est financier. Donc, on peut, modestement, on organise des cotisations et puis on envoie de l'argent pour des projets plus ou moins informels. Parfois, c'est des associations qui sont officielles, mais parfois, c'est des personnes qui sont en train d'intervenir dans des situations données. Quel est le message que vous pouvez adresser à cette jeunesse du Septentrion qui se veut dynamique et prospère vue de la diaspora? Le message que je lui donne, c'est de se mettre en network, en réseau avec les personnes autour d'elle, avec les parents, avec les organisations. De ne pas hésiter d'aller s'adresser aux lamidos, de s'adresser aux députés, de s'adresser aux responsables, de s'adresser aux gens dans le respect. On n'a pas besoin d'être révolutionnaire, etc. D'avoir ces projets, de rêver, de mettre en route et de savoir que partout où on regarde dans le Septentrion, mais partout au Cameroun, il y a des potentialités, des choses qu'on peut faire. Donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est de dormir, c'est de croire que les choses tombent du ciel. Non, les choses ne tombent pas du ciel. Je sais que la jeunesse le sait, qu'elle se lève, qu'elle se batte, qu'elle s'éduque, qu'elle entreprenne et qu'elle aille forcer les portes. C'est ici que s'achève cette émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission.